Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur Scène de Presse pour cette édition du 2 mars 2025. Des publications de cette semaine, nous retenons 3 sujets à débattre ce soir. Il s'agit des appels à candidature en faveur du président Paul Biya. Et là-dessus, on a l'appel des chefs traditionnels et des cacaoculteurs du Sud-Ouest. L'appel des chefs traditionnels et de l'élite du Ndonga Mantoum, c'est dans la région du Nord-Ouest. Il y a également le Front des engagés du renouveau qui s'est manifesté. Notre questionnement, quelle lecture donner de la clameur qui monte? Le deuxième sujet se rapporte à la première édition des rencontres économiques de Yaoundé organisée par le GECAM. Le GECAM, c'est le groupement des entreprises du Cameroun. Cela s'est passé en présence du président de United Bank for Africa, UBA, c'est une banque que vous connaissez, Tony Elumelu. Nous allons explorer les pistes pour la relance de l'économie nationale en évoquant ce sujet. Et enfin, nous parlerons de la fermeture des églises dites de réveil. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4e a ordonné la cessation des activités de 188 églises sur son territoire de commandement. Pour dérouler tous ces sujets sur Scène de Presse, la CRTV a pris le soin d'inviter Lindovi Ndio. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CRTV. Lino, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, coordonnateur de la rédaction de L'Œil du Sahel. C'est un journal. Tout à côté de vous, Freddy Onana, bonsoir. Bonsoir Séverin. Journaliste, directeur des publications du journal Le Décret. À ma droite, François Mboké, bonsoir. Bonsoir. Journaliste également, directeur de publication de Diapason. Et je termine par Simo De Mambou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'un parti politique qui s'appelle UPA. Vous êtes déjà sur le point de départ de l'élection présidentielle 2025? Oui, nous sommes dans les starting blocks. Nous nous préparons justement dans le cadre de l'échéance à venir. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel, à l'invitation de la CRTV. En 2013, plusieurs dizaines de lieux de culte et d'églises pentecôtistes ont été fermés au Cameroun dans le cadre d'une opération d'assainissement ordonnée par le président de la République pour absence d'existence légale, activité contraire à la loi et aux bonnes mœurs. La fermeture consistait en cette période-là en la position des scellés sur les principales ouvertures des églises concernées et la saisie du matériel de sonorisation. Lors de la conférence des gouverneurs des régions en décembre dernier, le ministre de l'administration territoriale rappelait en effet aux promoteurs des églises de réveil que force restera à la loi. Paul Atangandji menaçait en même temps de sanctionner ceux qui ont pour sport favori de défier l'autorité. Cette semaine, le quotidien Le Messager écrit à la une de son édition du jeudi 26 février « Réveil brutal pour 188 églises ». L'information confirmée par le journal Le Citoyen indique que le sous-préfet de Yaoundé 4e vient d'ordonner la fermeture de ces associations religieuses accusées de pratiques mystiques et d'exploitation financière des fidèles. Alors, on va dire que le gouvernement est passé de la parole à l'acte, sachant qu'au Cameroun, il n'y a que 48 églises qui sont autorisées à fonctionner. Je commence par vous, François. Quelle lecture donnez-vous de ce fait d'actualité? Ce n'est pas nouveau. Je pense qu'en son temps, le ministre de l'administration territoriale, Emmanuel René Sadi, avait essayé de faire la même chose, en rappelant que seul un certain nombre étaient autorisés à travailler. Mais nous avons vu au quartier, tout le monde peut créer du jour au lendemain son église. Et si nous prenons donc le cas que vous évoquez ici, la circonscription de Yaoundé 4e, à elle seule qui a autant d'églises, ça voudrait dire que... 615. Voilà, ça voudrait dire que dans chaque carrefour, vous pouvez en trouver 10, 15. Et imaginez donc le désordre urbain, imaginez donc les populations qui habitent aux alentours, imaginez autant de choses qui peuvent être néfastes à la vie des citoyens. Je pense qu'à un moment, il faut réagir pour mettre de l'ordre. Mais lorsqu'on regarde d'un autre côté, on se dit, mais pourquoi les gens vont-ils autant à l'église? Pourquoi l'église attire autant de monde aujourd'hui? C'est peut-être parce que des gens n'ont pas autre chose à faire que d'aller à l'église. Est-ce que les pouvoirs publics peuvent penser occuper des citoyens autrement que d'aller à l'église? Parce que ces gens, c'est un peu comme je vois ces derniers temps, ils sont allés enlever tous les petits commerçants qui se débrouillaient, entre guillemets, autour des marchés, mais sans leur aménager un autre endroit. Que vont-ils devenir? Le même problème risque d'arriver avec ces gens qui vont noyer leurs soucis dans les églises
qui n'auront plus rien à faire à l'église et qui vont venir nous embêter au quartier avec des agressions et autres mots. Quand on écoute François Lindo, il précise bien que ce combat, il a déjà été engagé une fois. On n'a pas réussi à sortir du bourbier. On reprend la même chose. Est-ce qu'il y a des chances cette fois de réussir l'opération d'assainissement qui est en cours? Il y a aujourd'hui une quinzaine d'années, et j'avais mené une enquête sur ces églises de réveil. Et je crois qu'on était sous le ministre Marafa, qui était minate à l'époque et qui avait menacé de fermer ces églises de réveil. En tout cas, peut-être pas forcément les églises de réveil, mais les églises qui fonctionnaient dans l'illégalité. Et j'avais mené une enquête là-dessus et je m'étais rendu compte qu'en réalité, il y avait une sorte de commerce de sous-traitance qui se faisait dans ces affaires d'églises. Donc en fait, il y a des églises qui ont une autorisation d'exercer et qui la sous-traitent avec les autres. Et donc, quand vous les interpellez, ils vous disent ne vous en tenez pas au nom, ce n'est pas le même nom que telle église, mais en réalité, nous sommes une filiale de cette église-là, et donc c'est comme ça que les églises ont revendu les autorisations et on s'est retrouvé dans une sorte de commerce où il devenait difficile de cerner qui est illégal. Et donc, à un moment, les pouvoirs publics ont peut-être laissé faire parce que aussi, François l'a évoqué, ça permet peut-être pas forcément d'endormir les esprits, mais ça permet quand même de recaser les esprits oisifs. Et donc, plutôt que d'aller se livrer à des agressions, il y a le commerce des dieux qui vend le rêve. À un moment, les pouvoirs publics ont l'impression que, en les laissant se caser dans ces couloirs, on a un problème de moins ou en moins. Est-ce que c'est pas le même problème avec les mototaxis? On a laissé faire, croyant donner de l'emploi aux gens. C'est peut-être pas le même. Ici, c'est vrai, il y a une histoire de paradis qu'on vend et qui passe beaucoup parce que quand on rêve du paradis, on est prêt à tout parce qu'on se dit, même si on a été le plus grand pécheur pendant 50 ans de sa vie, on peut se repentir et on peut trouver grâce auprès de Dieu. Et donc voilà pourquoi ça peut prospérer. Et à un moment, quand les pouvoirs publics sont un peu dépassés, ils peuvent laisser faire. On a laissé faire pendant autant d'années. Je pense que le ministre Atanganji a peut-être eu un peu plus de cran que les autres et a décidé de passer de la parole aux actes. Et donc, le fait de fermer, c'est déjà un pas. Et il faut le saluer, non pas parce qu'ils sont illégaux, mais parce qu'on vend aussi beaucoup d'illusions. Oui, parce qu'en dehors de ce que vous avez appelé la sous-traitance, il y a quand même des accusations graves que nous entendons, qui sont d'ailleurs faites par des citoyens. Il y en a qui vous parlent, il y a des nuisances sonores. Dans certains quartiers, on a du mal à se reposer. La spoliation des biens, l'escroquerie, la dislocation des familles causées par les manœuvres des faux hommes et femmes de Dieu. Le mal est si profond, Freddy. Tout à fait, Sévérin. Je voudrais indiquer d'emblée que le Cameroun est un pays laïque et chaque citoyen est libre d'adhérer dans une église au sens de la loi de 1990, mais dans un cadre légal bien défini. Maintenant, vous vous rendez compte que la pauvreté a fait en sorte qu'il y a une prolifération des églises au sein de nos sociétés, notamment par le cas, par exemple, de Yaoundé seulement. Yaoundé 4 est un exemple parmi tant d'autres. Ces églises se rencontrent dans tous les enseignements de la capitale. Maintenant, les promoteurs de ces églises ont compris. Il y a une faille, c'est qu'ils ont fait des églises aujourd'hui un business, comme disait tout à l'heure mon frère de gauche, Lindo. Ils ont fait ces églises un business. Le business à quel niveau? Parce que justement, ils vendent les rêves. Les pratiques mystiques dont on parle là, c'est que, pour dire les choses de façon prosaïque, le pasteur vous dit, vous voulez voyager, je peux vous trouver le visa. Il peut vous trouver le visa. Or, quelle est la vocation première des églises? C'est d'œuvrer pour le salut des âmes. Justement, la vocation première des églises, notamment les églises dites traditionnelles comme l'église catholique, l'église orthodoxe et autres. Maintenant, ces nouvelles églises viennent avec un souffle nouveau ce souffle nouveau-là vient résoudre tous vos problèmes en un temps record. C'est ce qu'on dit aux fidèles. C'est pourquoi vous voyez que
Aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui a peut-être fait des études, n'a pas un emploi, il se révèle pasteur ou prophète du jour au lendemain. Et puis, vous voyez, 2-3 personnes commencent à venir dans son salon. Et puis, le salon devient... on achète un espace, ça devient une église. Et on vous dit que vraiment, celui-là, ce pasteur, lorsqu'il prie sur vous, vous obtenez le mariage pour les femmes. Surtout, les femmes sont... La plupart des adeptes qu'on rencontre dans cette église sont les femmes. Elles sont à la recherche du mariage, elles sont à la recherche de la vie facile, elles sont à la recherche des voyages. Et vous remarquez que beaucoup de ces églises-là sont à l'origine des cas de divorce dans nos foyers, dans nos familles. Et puis, ces pasteurs ont souvent même poussé les femmes à aller vendre les fortunes familiales pour venir leur donner cet argent dans l'espoir d'avoir un lendemain meilleur. Et je crois qu'au-delà de la nuisance sonore que ces problèmes-là posent, le sous-préfet des cadres, il faut lui tirer un coup de chapeau parce qu'il a quand même pris le courage de fermer toutes ces églises-là. C'est déjà un pas décisif. Il faut le qualifier un système pas décisif. Je crois que les autres vont suivre l'exemple. C'est des réseaux puissants, hein, ils ont beaucoup d'argent. On voit les publicités qui sont faites, on a des panneaux publicitaires un peu partout. Est-ce qu'on pourra tenir? On peut tenir dès lors que en décembre, par exemple, vous voyez, la plupart des panneaux publicitaires en ville, c'est pour parler de la traversée du 31 décembre au 1er janvier. Je ne sais pas de quelle traversée tous parlent, mais c'est un copier-coller. On a vécu ça. Et puis les entreprises peinent même à gérer ces espaces publicitaires que les vendeurs de la foi occupent pratiquement. Regardez dans la ville de Yaoundé, entre novembre et décembre, pratiquement toutes les enseignes des grands carrefours, tous les panneaux publicitaires sont occupés par les pasteurs, les prophètes et autres. Mais vous n'allez pas facilement trouver des entreprises commerciales. D'où ma question, est-ce que c'est un commerce, ils ne vont pas utiliser d'autres moyens pour revenir un tout petit peu? Si François nous a dit que l'action a déjà été amorcée une fois, ça n'a pas marché, peut-être que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Non, peut-être au niveau des méthodes, parce que c'était sous le ministre Sadi qui... très diplomate. Voilà, maintenant, on voit quand même que le ministre a déjà rappelé lors de la conférence du gouverneur que force restera à la loi. Ça veut dire quand même qu'il y a des actions qui sont déjà menées ici et qui davantage seront menées dans les prochains jours. Monsieur le Président, vous êtes un acteur politique. Est-ce que vous avez conscience du problème des églises dites de réveil au Cameroun? S'il y a quelqu'un à blâmer ici, justement, c'est l'État qu'il faut blâmer. Pourquoi avoir laissé ces églises d'abord prospérer pour ensuite aujourd'hui se mettre à les fermer, alors qu'on aurait pu résoudre le problème à la base en respectant simplement la loi qui régit l'activité des organisations religieuses? Je pourrais vous poser la même question. Nous avons 48 La loi, églises. c'est pour tous les citoyens. Exactement. Pourquoi un citoyen choisirait d'enfreindre la loi, de créer une église, sachant qu'il n'a pas l'autorisation donnée par le président de la République? Oui, en l'absence... Avant peut-être de parler de l'État. Oui, justement, en l'absence de l'ordre, des ordres s'installe, l'anarchie s'installe. Et c'est dans cet état d'esprit que certains leaders religieux ont décidé donc maintenant de mener les activités beaucoup plus mercantiles que pour la profession de foi. On va bien beau les faire le reproche aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ont trouvé un terrain nu, un terrain vague, et ils ont occupé cet espace. Nous notons qu'il y a 615 églises, rien que dans l'arrondissement des 4e. 615. Et 188 ont été fermées. Il y a un gap de 427. Les 427 églises-là sont donc légales, alors que nous savons que nous avons 48 églises qui sont légales. Pourquoi ces 427? Alors maintenant, dans cet arrondissement simplement, 427 qui sont légales si on n'a pas fermé. Et les critères étaient quoi? Peut-être que l'équipe de contrôle n'est pas arrivée chez tout le monde. Peut-être. On a commencé par les 188. Qui ne donnent pas les statistiques maintenant, qu'ils aillent au bout de leur politique et ensuite maintenant ils viendront nous dire, après avoir fait le contrôle de 615 églises, nous avons fermé tel. Ils refont les statistiques à la fin. Le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. L'assainissement des mœurs, parce que la prévarication de cette mœurs passe au sein justement de ces églises. Tous ne sont pas négatifs. Il y a ceux qui justement sont des églises qui permettent de trouver des solutions que l'État ne parvient pas à donner aux populations. C'est un refuge pour certaines âmes. Certaines personnes vont dans des églises. Tout à l'heure, mon compagnoniste a dit qu'on retrouve beaucoup plus de femmes. Et ces femmes vont généralement pas sans enfants. Ceux qui ont des enfants vont avec des enfants. Et M. Mbokwe disait tout à l'heure qu'il y a une économie qui se tourne au niveau de l'église parce que ces gens vont à l'église parce qu'ils ont absence d'activité. Non. On va à l'église pour professer sa foi.
sa foi chrétienne, on est croyant. On ne peut pas à l'église parce ça, qu'il faut c'est l'idéal. Mais ce que nous vivons, c'est qu'on y va parce que. Mais lorsqu'on y va, Oui, président, lorsqu'on y va parce qu'on a un problème à résoudre, c'est pas économique? Tout à fait. Mais maintenant, vous voyez que certains vont par objectif. C'est ça, c'est l'économie toujours. Non, ça dépend. Le voyage, c'est toujours un gain que l'on espère avoir auprès de l'Église. Bon, pas forcément. Qu'on n'a pas reçu auprès du gouvernement. Pas forcément au bénéfice de l'État. Lorsque vous allez prier, quand on vous donne des visas, c'est pour que justement vous allez vous battre à construire d'autres nations au lieu de rester et vous battre pour construire votre propre pays. Vous devez participer au développement de votre propre pays. Maintenant, pour ceux qui cherchent peut-être à la recherche de mariage ou bien à la recherche d'enfants ou bien de stabilité, ça peut se comprendre. Mais quand on fait la promotion simplement de voyage, moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec cet aspect. Nous devons simplement revenir à l'état de droit. 48 églises autorisées, 48 églises fonctionnelles. Tout le reste là, fermé. Ou à défaut, donnez-leur simplement l'autorisation d'existence. Et aussi, dans la loi de 90, chaque organisation doit faire un bilan. C'est-à-dire, à chaque fin d'année, on doit donner quand même un compte rendu de ses activités sur l'année. Je vais signaler quelque chose. Quand on dit 48, en réalité, c'est 48 dénominations. Mais derrière ces 48, je vous ai parlé. Je sais. Ça, vous parlez de la. Je vais citer. Il y a même des rétrocommissions. Je ne sais pas combien. Je vais citer même l'église qui sous-traite. Ils vous disent, bon, voilà, vous ne demandez rien à l'église catholique. Mais quand ils vous disent chapelle Saint-Jean, chapelle Saint-Marc, c'est la même chose. En fait, ils vous disent que c'est à peu près la même chose. Mais en réalité, ils reversent une quote-part de ce qu'ils obtiennent, je ne sais pas s'il faut appeler cela gain, mais il y a une quote-part qu'ils reversent auprès de celui qui a obtenu l'agrément et qui fonctionne légalement. Mais donc voilà pourquoi on va parler de justice. C'est ceux-là qui sont à blâmer. Ils ne sont pas tous mauvais. Bon, peut-être qu'il faut les blâmer, mais c'est devenu une affaire, c'est devenu du commerce. Et donc, dès que ça devient du commerce, on va fructifier. Une église peut avoir plusieurs autres représentations sur le territoire. Vous comprenez? Ce qu'on blâme ici n'est pas d'avoir la multitude de chapelles. C'est la qualité de ce qui est fait dans ces chapelles qui est questionnable. Ce n'est pas l'implantation des chapelles dans certains coins de la ville ou dans le territoire. C'est ce qui est mené dans ces chapelles qui est questionnable. Et je pense que c'est là où le sous-préfet s'est apaisanti pour fermer certaines églises. Parce qu'il a dénoncé certaines pratiques malsaines au sein de ces églises-là. Mais je suppose donc que ceux qui n'ont pas été fermés, c'est parce qu'ils évoluent normalement comme cela se doit même. Maintenant, je peux demander à l'autorité administrative de leur donner simplement dans l'autorisation d'exercer légalement leur activité et qu'on les encadre mais aussi. Il ne revient pas au sous-préfet de Yaoundé de le faire. C'est le président de la République. C'est le président de la République qui le fait. Il fait partie de l'administration. Voilà. Alors, quand on suit le ministre de l'administration territoriale dans ses différentes sorties médiatiques, les mesures collectives prises vont dans le sens de la lutte contre un autre phénomène pernicieux. Il s'agit du phénomène des faux prophètes au Cameroun et par extension la prolifération des églises qui sont accusées de recevoir des financements d'origine douteuse avec pour finalité l'entretien d'activités terroristes dans le pays. Ces raisons sont fondées aussi? Bon, là, c'est le ministre, le chef de terre qui parle et il a ces renseignements que forcément nous n'avons pas à notre disposition. Il est mieux renseigné que nous pour savoir. Peut-être que l'Indo qui a fait l'enquête, peut-être qu'il. Des fonds. Est-ce qu'ils sont aussi accusés de faire tout cela? On va le dire, peut-être que le ministre de l'administration territoriale, qui est quand même dans une certaine mesure patron du renseignement, à un certain niveau, obtient certaines informations. Mais il est difficile d'établir que ces églises participent au financement du terrorisme. Ce qui est certain est qu'il y a un commerce non officiel, non déclaré, qui s'opère derrière ces activités. Et que les opérateurs principaux de ces églises vont jusqu'au sommet de l'État. Vous avez des hauts dignitaires de la République qui sont promoteurs de ces églises-là. Du jour au lendemain, quelqu'un vous dit que Dieu lui a parlé. Donc, je ne sais pas quelle preuve va vous permettre de savoir que Dieu ne lui a pas parlé. Mais quand quelqu'un vous a dit que Dieu lui a parlé la nuit, lui a demandé de créer ce ministère et il l'a créé. Du jour au lendemain, des gens m'ont dit qu'ils peuvent même prier pour le ministre de l'administration territoriale qui perd son poste parce qu'il évolue contre Dieu. Bon, je les ai écoutés, mais c'est un monde un peu opaque parce que
au-delà d'un certain niveau, vous ne savez plus exactement ce qui se fait. Parce que je ne comprends pas que des gens qui vous parlent de la foi, de Dieu, de sauver vos âmes, qu'ils parviennent quand même à obtenir autant d'argent. Parce que je croyais que ceux qui allaient à l'église allaient rechercher le bonheur, le bien-être matériel, spirituel, mais que des gens parviennent à acheter des espaces dans des médias, des espaces pour l'affichage. Quand ils n'en créent pas eux-mêmes. Hein, voilà, des à supports. coût de millions. Et qu'on vous dise que c'est financé par les dons, la dîme et autres. Mais vous parvenez quand même à obtenir autant d'espace publicitaire. Vous parvenez à gérer autant de situations parce que justement, vous vendez l'illusion. Vous vendez quand on vous dit « je peux prier et vous allez au Canada ». Moi, je pense que C'est devenu la 11e région du Cameroun. À la loi de la liberté sur l'association, la liberté sur le culte. Ce que moi, je peux encore peut-être donner comme conseil à ces organisations, c'est de mettre un aspect social, un volet social dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire quoi? Par exemple, la création des écoles pour participer, pour aider il y en a qui créent des centres de santé. C'est ça que je l'ai dit, des centres de santé, des écoles, pour essayer de participer aussi à la gestion de la communauté. Parce que c'est ça qu'on peut dénoncer, parce que s'ils se font beaucoup d'argent et que ce n'est que pour leur fin personnelle, c'est décrié. Mais s'ils le font quand même pour essayer de permettre de mettre certaines commodités, d'assister l'État à mettre certaines commodités à l'adresse des populations, je ne vois pas ce qui serait aussi blâmable pour cela. Quand c'est vrai parler de financement du terrorisme, dès que l'État ne parvient pas à contrôler l'activité commerciale, parce que c'est une activité commerciale, il y a un problème. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas contrôlé par l'État. Et donc, cet argent, à quoi il sert finalement? Et encore que ces associations religieuses, et le président l'a dit tout à l'heure, rares sont celles qui font tenir au ministère de l'administration territoriale un rapport d'activité. L'utilisation même des fonds qu'on peut recevoir, même si ces fonds sont minimes. Il faut préciser ici que le problème ici, c'est au niveau des églises dites de réveil. Et je crois que le ministre pour la Tangérie n'a pas tort parce que c'est le patron du renseignement, il est assez renseigné. Et lorsque vous voyez un peu le ton avec lequel le ministre Atangandji a instruit les gouverneurs des régions lors de la dernière conférence, vous comprenez que le mal est vraiment profond et qu'il faut sévir. Il ne faut pas laisser le temps passer, il faut sévir. C'est pourquoi ce que faire commencer par fermer ces églises-là. Et pour le reste, président, moi je crois que pour le reste des églises, leurs dossiers sont encore en cours, sont en étude. L'autre problème, c'est que certains hauts dignitaires de ce pays sont promoteurs de ces églises. Et pour la plupart, n'ont aucun document leur autorisant l'ouverture de ces églises-là. Et beaucoup d'entre elles, jusqu'ici, n'ont pas été fermées, sont même dans l'enseignement de Yaoundé 4, dont on parle là, n'ont pas été jusqu'ici. C'est lorsque le sous-préfet descend sur le terrain que ces derniers commencent à fouiller quels sont les documents à fournir pour bénéficier de l'autorisation d'ouverture d'une église. Et à ce moment-là, ces églises sont des ramifications de ces grandes églises-là ne peuvent pas également fermer parce qu'il y a une église mère qui a la tête. Alors, je voudrais que nous interrogions un tout petit peu les prêches, les prédications, les prises de parole, la doctrine qui est véhiculée au sein de ces églises, parce que parfois, il y a un mélange de genres, où, au lieu des problèmes de foi, vous entendez des questions liées à la politique, et j'aime bien savoir que les hommes politiques n'aiment pas ce mélange de genre-là. Ça crée toute cette confusion. Est-ce que ce n'est pas cela qui amène l'État aujourd'hui à revoir la structure, le fonctionnement de ces églises? Oui, je pense que l'État devrait ouvrir l'œil partout où des gens se regroupent. Et je pense également que l'État ne peut pas utiliser des termes comme faux prophète, parce que je ne pense pas qu'il ait la mesure de la prophétie. Nous le disons ici, autant nous allons parler des petits, entre guillemets, au quartier qui se révèlent prophètes, autant nous allons parler des ministres et d'autres directeurs généraux qui se révèlent prophètes. Donc c'est un problème de société. Et de tout dépendant aujourd'hui de comment on accède à la prophétie. Comment on accède à cette prophétie. Et lorsqu'on y a accédé, comment on commence donc à prophétiser.
est-ce que l'État du Cameroun on exerce prévu... son ministère. Voilà. Mais Freddy nous a rappelé que le Cameroun était un État laïque. Absolument. De s'immiscer dans les affaires des associations religieuses. Absolument. Mais au Cameroun, les structures existantes ont un fonctionnement connu. Ça veut dire que vous faites une étude en théologie. Jusqu'à un certain niveau, ça dépend des organisations. Et on est sûr tout de même que vous avez des basiques pour pouvoir parler de Dieu, parce qu'il s'agit d'abord de Dieu. Vous avez des basiques pour pouvoir vous adresser à une certaine population. Vous avez des basiques pour pouvoir vous représenter peut-être devant l'administration et autres. Mais ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est que la prophétie est devenue dans cet argument où chacun peut l'avoir. Comme nous sommes ici, je vous dis tout de suite, je suis devenu prophète et je commence donc à vous évangéliser ici. Je commence à vous dire comment... qui sera président de la République en 2025. Voilà. Encore qu'on a le prophète qui était candidat en 2018. Et tenez-vous tranquille. N'a pas pu corrompre Dieu. Oui, tenez-vous tranquille. Il y a ces gens que vous appelez faux prophètes qui pactisent avec le sommet de notre gouvernement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont installés dans les quartiers qui vont venir vous dire, on va vous vendre, nous avons 2 millions de fidèles, nous allons à l'élection présidentielle, nous allons vous les vendre contre une contrepartie financière. Cela se fait au Nigeria et dans d'autres pays. Au Cameroun, nous commençons à y arriver. Vous avez parlé tout à l'heure des mototaximens qu'on a vendus comme le bétail électoral. Aujourd'hui, ils sont devenus un phénomène social. Il faut savoir choisir qu'est-ce qui est bien pour la société, qu'est-ce qui n'est pas bien pour les citoyens. Vous dites bien qu'il y a des personnalités qui sont impliquées dans la création de ces églises. Est-ce que tout cela nous permet d'imaginer qu'un jour, on va régler le problème? Oui, mais justement, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a un abandon de ce secteur. Et certaines personnes mal intentionnées, dont justement ont investi le milieu de l'Église. Ça peut être des hommes politiques qui deviennent du jour au lendemain, ou bien un de leurs proches du jour au lendemain, un promoteur de l'Église. Et là, maintenant, il va faire passer un certain message pour un objectif précis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le ministre peut avoir des informations dont nous n'avons pas à notre disposition. Nous ne pouvons que spéculer là-dessus. Dans ces églises, on peut trouver des personnes justement qui ont des intentions et d'autres objectifs à atteindre. Et puisqu'il n'y a pas d'autorisation, en fait, il y a une tolérance administrative qui permet aux gens de créer des églises du jour au lendemain. Et il n'y a pas un curricula ou un cursus du prédicateur. Parce que généralement, lorsque vous allez dans ces églises, il n'y a pas qu'un seul pasteur, il y en a plusieurs. Ils peuvent être des personnes dans la modalité douteuse. Ça peut être peut-être des anciens, je ne veux pas dire charlatans ou d'autres vendeurs d'illusions qui sont convertis en pasteurs. Il n'y a pas un profil type pour être pasteur, puisque c'est quelque chose qui questionne, la foi, et dont on ne peut pas quantifier, ou bien on n'a pas la mesure. Et tenez-vous bien aussi que dans la loi camerounaise, il y a un article qui demande de la protection des hommes de Dieu et des lieux de culte. Donc lorsque certains vont faire ceux qui sont leur pièce d'identité, ceux qui sont en règle. Et il dit, je suis pasteur. On met bien dans la pièce d'identité, on sait qu'il est pasteur. Forcément, il est reconnu comme tel par la police ou la gendarmerie ou tout autre usager. Et bénéficie donc sans présenter un document attestant qu'on est pasteur. Malheureusement, s'il a son document qui dit qu'il est pasteur de l'église avec il a une croix quelque part. Voilà, absolument pas, malheureusement. Mais on a parlé tout à l'heure de sous-traitance. Donc, ça veut dire que s'il est sous-traitant, la maison mère, à partir de la maison mère, qui le reconnaît comme le promoteur, le pasteur de telle chapelle, il peut bien en bénéficier de tous les avantages qui vont avec. Est-ce qu'on peut régler définitivement ce problème? Si oui, par quel bout il faut le tenir? C'est vraiment pour répondre à votre question, je crois qu'il y a un début à toute chose. Et l'État a compris qu'il faut maintenant mener des actions fortes. Nous sommes là dans une phase déjà de répression. Mais il faut aller doucement parce que ça risque de créer un autre problème. C'est un problème social. Justement, parce que dans ces églises-là, vous avez plusieurs citoyens qui sont membres. Certains qui trouvent leur compte. D'autres vous diront que c'est en allant dans ces églises en allant prier que j'ai pu obtenir mon concours d'entrée dans telle école. En même temps, parce qu'il n'y a pas seulement le côté négatif, c'est que dans ces églises-là, ceux qui essayent quand même de suivre l'orthodoxie chrétienne, ils vous diront, les gens vous diront que c'est dans ces églises-là qu'ils ont pu approfondir leur foi, ils ont pu, pour certains, trouver du mariage, d'autres trouver du travail. Donc il n'y a pas seulement le mauvais côté. Ou aller au Canada. Maintenant, moi j'ai un souci, c'est que vraiment, de façon triviale, comment
expliquer le fait qu'un citoyen qui a une vie aisée, qui a atteint un certain niveau, un certain rang social, qui ne souffre pas de façon visible, qu'est-ce qui peut le motiver à aller créer une église? Moi, je voudrais comprendre. Lindo a dit qu'il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui peut le motiver à aller créer une église? Il y a la dîme qui est obligatoire. Non, laissons même... Si on a 1000 employés d'un haut responsable, un DG, un ministre, par exemple, il y a l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qui peut le motiver à aller créer une église? Parce qu'en réalité, quand on grandit, on vit, c'est qu'on recherche le bien-être social. Maintenant, vous l'avez dit, l'aspect social, là. Qu'est-ce qui vous motive à créer une église? C'est un peu comme les partis politiques. On a la même idéologie, mais chacun veut aller créer son parti politique. C'est l'individualisme. Vous comprenez? C'est de l'individualisme. Aujourd'hui, maintenant, ces églises-là pouvaient se regrouper en très grande chapelle, avoir plusieurs pasteurs qui peuvent aller faire des prédications là-bas, mais chacun veut avoir absolument sa chapelle. C'est là où je parle du caractère mercantiliste de leur activité. Oui, président, justement, pour aborder dans le même sens, il y a des nouvelles expressions maintenant qui s'utilisent. Avant, on parlait de pasteur, prêtre, évêque pour les églises dites traditionnelles. Maintenant, il venait de nouvelles expressions. Il me parle un peu de prophète, donc vous parlez d'apôtres. Vous dites il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les prédicateurs. Et il y a des couples maintenant, vous voyez un homme et une femme, donc c'est-à-dire que Dieu a seulement décidé de bénir rien que ce couple-là. Et généralement la femme, c'est le trésorier. Oui, justement. C'est la femme qui s'occupe des finances. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous les voyez physiquement, ils sont très bien mis, très bien habillés sur les affiches en ville. Mais les fidèles qui vont dans ces églises-là, vous voyez, sont dans une misère précaire. Et puis, quand les fidèles sont malades, ils vous demandent de venir vous soigner dans leur église. Ils prient sur vous, moyennant quelques billets d'argent. Mais lorsqu'ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux. Comment on compense ce paradoxe? Alors, Lindo, on va sortir par là. Nous avons la chance que vous avez conduit une enquête sur ce sujet-là. La solution pour vous, c'est quoi? La fermeture, oui, d'accord, pour ceux qui sont dans l'illégalité, c'est la loi. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Il faut faire une séparation entre l'Église et l'État. Parce que la relation entre Dieu et la foi, c'est une relation directe entre Dieu et l'être humain. L'État, vous avez vu, même dans l'Empire romain, on a fini par trouver un distinguo entre l'État et l'Église. Je vois bien que le sous-préfet de Yaoundé 4 a fait ce qu'il a fait. J'ai vu des lettres jusqu'au chef supérieur Babadjou, près de mon village, qui lui-même a demandé à en savoir sur les églises qui fonctionnent dans son territoire de commandement. Donc je suppose que la note du MINAT est allée jusqu'au niveau des fins fonds des villages. Et donc, il faut assainir. L'assainissement, il ne faut pas de la tolérance administrative comme on fait souvent. Il faut dissocier l'État de l'Église. Et pour le faire, il faut que chacun tienne sa relation directe avec Dieu en évitant d'associer l'État. Parce que ceux qui ont associé l'État à l'Église, à la religion, ont faussé le jeu et jouent pour leurs intérêts personnels. Vous imaginez bien que des gens collectent de l'argent sous forme de dîmes. L'office ne connaît pas la dîme. Et donc, quand vous avez fini de collecter cet argent, à quoi ça sert? Le Cameroun aujourd'hui n'est plus le havre de paix qu'on connaissait. On ne sait pas exactement qui finance le terrorisme. Le Nozo, ça a commencé avec des cocktails Molotov. Aujourd'hui, ils ont des mitraillettes. Ils ont des armes sophistiquées. Qui finance ces gars-là? On n'est pas certain qu'il n'y a pas aussi le rôle de l'Église. Parce que l'Église, plus les églises se créent, plus on se porte mal. Plus la société est en déperdition. Le GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, a organisé mercredi dernier à Yaoundé la première édition des rencontres économiques du Cameroun. Objectif, renforcer les échanges pour dynamiser l'économie nationale. Pour The National Post et le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, il fallait accorder les violons entre les pouvoirs publics et le monde des affaires. Le journal d'analyse et d'enquête économique Econews indique que, se fondant sur les thématiques, cette occasion a permis au Cameroun d'être en face de l'héritage de ses politiques fiscales. Alors, que retenons-nous finalement de ces rencontres supposées, selon le quotidien Le Jour, façonner des politiques qui créeront une économie durable et résiliente pour le Cameroun? Je pose la question à François parce que je sais qu'il est très proche des questions économiques.
et que ce sujet-là, vous l'avez traité dans votre journal aussi. Bien entendu, Séverin. Mais je vous dirais que ce n'est pas un discours nouveau. Peut-être parce qu'il est tenu par un milliardaire qui sera nouveau. Depuis au moins 15-20 ans, tous les experts essayent de dire la même chose. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les discours ont déjà changé quelque chose sans des actions? Je ne pense pas. Si le grand invité dans qui le fond, était là... dans le fond, quand même. Oui. C'est vrai, on a entendu que les rencontres économiques, ce n'est pas Cameroun Business Forum, ce n'est pas le forum économique de Douala. C'était quoi finalement, vous qui aviez été dans non, il faut dire, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que le Cameroun reste une terre d'accueil et un territoire d'attrait économique pour ceux qui veulent investir. Mais le véritable problème, les problèmes ont été effectivement dénoncés ici. Il n'y a pas la sécurité de la vie, ou alors elle est insuffisante. Il n'y a pas des infrastructures. Il n'y a pas la justice suffisante. Parce que lorsque vous investissez au Cameroun, rien ne vous garantit qu'en cas de problème, vous aurez raison ou vous pourrez poursuivre vos vis-à-vis en justice. Tony est arrivé ici sur invitation de ses amis. Nous avons 2 banques aujourd'hui qui sont les juteuses, dont la deuxième qui est SGBC, qui sont en train d'être vendues. 2 Nigérians, grands groupes nigérians ont déjà essayé de prendre SGBC, ils n'ont pas pu. Je pense que quand Tony arrive ici, c'est essayer de voir comment fructifier ses affaires. Alors, le Cameroun Business Forum c'est les dessous des rencontres économiques. Ce sont les dessous. Alors, le Cameroun Business Forum a été renvoyé, vous êtes au courant. Pourquoi? Parce que celui qui a organisé les rencontres de Yaoundé cette année les a boycottés la fois dernière. En indiquant qu'il n'était pas associé à l'organisation. Voilà. Donc, pour les avoir boycottés, aujourd'hui, le gouvernement lui fait aussi le petit chantage. C'est dans cette situation que nous nous trouvons malheureusement, qui n'a pas pour but donc de développer ce pourquoi les gens se sont assis au Hilton. On ne développe pas une économie avec des mots, MOT, mais on développe une économie avec des projets et des propositions et puis de l'argent qui accompagne ces projets et propositions. Tout ce qu'il a proposé, là, nous avons la SNI. Il a proposé une banque nationale d'investissement. Si nous prenons la SNI, c'est elle qui devait faire cela. Et il a proposé des agences de contrôle et de je ne sais pas quoi. Tout cela existe au Cameroun. Mais pourquoi l'économie camerounaise peine-t-elle à décoller? Parce que pour François, l'économie, je vous en prie, vous avez donné trop de temps aux gens qui parlent d'église. Permettez que je me rattrape aussi. Alors, l'économie du Cameroun ne peut pas décoller parce que... Non, mais je voulais quand même savoir, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que ça ne valait pas la peine. C'est des gens qui se sont retrouvés pour des intérêts personnels. Mais est-ce que le Cameroun, l'économie camerounaise tire quand même avantage de ces rencontres? Parce qu'il y avait du beau monde là-dedans. En quoi? C'est la question. Une action, je l'ai dit, une action, vous avez parlé de... Et là-dedans, il indexe le chômage des jeunes, que vous vouliez, dont vous vouliez parler ici en parlant de l'évasion vers le Canada. Il en parle. La fuite des cerveaux. Voilà. Mais comment est-ce que, au sortir de là, cela sera-t-il impacté socialement? François, vous avez suffisamment parlé maintenant. Bon, on va laisser Lindo aussi. Est-ce que vous avez la même lecture que François sur les conclusions de ces rencontres économiques? Il était question d'aller vers un dialogue permanent entre le secteur public et le secteur privé. Il était question de parvenir à assurer un climat d'affaires plus serein et efficace au Cameroun. Est-ce que toutes ces questions, tous ces aspects qui ont été évoqués, nous amènent vers là? Je suis dubitatif comme François parce que on a vu comment s'est achevé le dernier Cameroun Business, la dernière édition du Cameroun Business Forum. Aujourd'hui, on parle des rencontres économiques du Cameroun. A-t-on fait le bilan du Cameroun Business Forum? Je n'ai pas cette impression. Ça s'est achevé en queue de poisson. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Mais ça va revenir, non? Ça va certainement revenir. Mais est-ce qu'on a fait le bilan? Est-ce qu'on a fait des perspectives pour les rencontres économiques du Cameroun? Je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas véritablement suivi les travaux des rencontres économiques du Cameroun. Mais pour le peu que j'ai suivi,
j'écoutais le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. J'ai un peu suivi le passage de Tony et Lumelu, qui fait beaucoup aussi au Cameroun, mais il y a quand même des points de suspension qui demeurent. Parce que si vous avez un problème, un Cameroun où le climat des affaires n'est pas assaini, François a évoqué la question de la justice. Combien d'entreprises ont lancé dans ce pays et ont eu des difficultés? Ceux qui ont voulu investir dans l'agro-industrie, par exemple, et qu'on vous parle de vastes étendues de terres qui vont être exploitées. Il n'y a pas eu une garantie, ni au niveau des populations qui vont accueillir ces entreprises, ni au niveau des industriels qui sont en train de créer ces entreprises. Et du coup, on vous annonce qu'il y a tel qui va faire dans le cacao et qui va prendre tel nombre d'hectares de terrain dans telle localité. Après, vous trouvez des gens qui s'y opposent. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas pensé le projet, on n'a pas impliqué toutes les parties prenantes. C'est quelque chose de fondamental. Si vous avez pour ambition de devenir émergent en 2035, on a lancé ces affaires en 2008-2010, et qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est-à-dire on est à 10 ans. On a vendu le DSE, c'était bien beau. On est très loin d'une croissance à 2 chiffres dont on parlait en 2008 en estimant autour des années 2020 et autres. On n'est pas encore à ce niveau-là. On est même très loin de 2 chiffres-là. Ce sont des préalables qu'il faut d'abord régler avant de continuer. Les rencontres économiques, je crois que sur le terrain de la fiscalité, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'éliminer les goulots d'étranglement en matière de corruption. Dans l'article de Yonding Kam 4 du quotidien Le Jour, on voit bien qu'il s'est intéressé à la présence du chairman du groupe UBA, savoir Tony Elumelu, qui était là, et qui a fait un ensemble de déclarations, même si, selon François, ces déclarations-là, on a déjà entendu. Il a quand même demandé de mettre en place des politiques efficaces pour l'autonomisation des jeunes. Il a demandé de travailler, développer le tissu infrastructurel et qu'il y ait quand même la paix et la stabilité. Hein. Tout cela, c'est des vecteurs de développement économique. Est-ce que les rencontres économiques ont pu rapprocher le secteur privé du secteur public? Bon, je crois que au terme de ces rencontres, on ne peut pas encore pleinement évaluer si oui ou non, il y a quel impact se fait ressentir. Mais le GECAM est dans son rôle. Le GECAM est dans son rôle en tant que mouvement patronal du Cameroun. Et les rencontres économiques du Cameroun tombent à point nommé parce que le chef d'État a indiqué dans son discours du 3 décembre que nous allons procéder à la relance économique du Cameroun. Et cette relance-là était le fil conducteur des 2 jours de ce forum-là, des rencontres économiques de Yaoundé, à Hôtel Hilton. Et ces rencontres posent un problème important. En fait, le secteur privé est porteur de l'économie nationale. Alors, c'est le secteur privé qui doit porter l'économie camerounaise. Maintenant, est-ce que l'État accorde des facilités pour que ce secteur privé-là puisse véritablement porter cette économie? Il y a des problèmes. Notamment, on a évoqué 60 recommandations au sortir de ces 2 jours d'activité. Et les rencontres économiques du Cameroun ont eu sur cette plus-value qu'il y avait plus de participants que lors du Cameroun Business Forum, la Defense Business Cameroun Forum. Depuis 2020, on en a pu parler. Et encore que les recommandations de ce forum-là n'étaient pas suivies. Oui, mais parce que c'était aussi l'une des plus grosses activités du GECAM, du GECAM naissant. Voilà, maintenant, on espère donc qu'avec la fusion ECAM-GECAM, qui forment dans le GECAM, les choses vont évoluer. Avec 60 recommandations déjà, il faut préciser que pour que justement le secteur privé, qui est appelé à collaborer avec le secteur public, puisse davantage se mouvoir, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, notamment et les facteurs liés à la production, que sont les routes, l'eau, l'électricité, les moyens téléphoniques, Internet. Pour que les industries puissent se développer, puissent s'implanter, il faut qu'il y ait des routes.
comment le secteur privé va donc se développer, va se mettre en place et pouvoir contribuer à l'économie nationale sans qu'il y ait ces préalables-là. Il était de bon temps que le GECAM, justement, mette sur pied ces rencontres. Je crois que je reste serein quant à la suite parce que le gouvernement a pris le premier à bras le corps et nous espérons qu'au moins sur les 60 recommandations qui ont été faites, peut-être la moitié pour être implémenté. Alors, Monsieur le Président, vous êtes acteur politique, mais en même temps, vous avez un pied dans l'économie parce que vous animez des structures dans ce domaine-là. Le domaine agricole, oui. Et les rencontres économiques de Yaoundé, c'est un gage du succès pour l'avenir, surtout le rapprochement entre le secteur public et privé. Ce n'est pas le tout premier rapprochement entre le secteur public et privé. Et on a coutume d'entendre le dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Je ne vois pas ce qui va changer. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème de déficit en énergie électrique, vous allez créer des entreprises. Vous n'avez pas la capacité de faire fonctionner vos machines. Vous créez l'entreprise, donc pour quelle raison? Tant qu'on n'a pas désenclavé les grands bassins agricoles du Cameroun. Vous voulez dire que les rencontres, l'initiative du GECAM n'avait donc pas de sens? J'ai dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui a changé? Entre 2021, on a arrêté avec Douala Business Forum. 2020. Douala Business Forum. Cette fois-ci, rencontre économique de Yaoundé. Pourquoi? Imaginez-vous qu'on prend encore des marchandises au port du Cameroun, aujourd'hui au port du Kribi, pour les assiminer au Tchad par route, par voie terrestre. Alors que nous avons un chemin de fer, un kilométrage de chemin de fer qui se limite en Gaoundéré. Le Tchad a fait sa part, mais le Cameroun peut continuer de Gaoundéré jusqu'à l'extrême nord. D'où le bien fondé dans des rencontres. Non, je vous explique donc qu'on en a eu longtemps à le parler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, le GECAM fait un prolongement en fait. Il est dans la continuité et je dis bien que nous sommes dans les mêmes conditions. Nous parlons d'assainir le climat économique. Et il y a des éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut assainir le climat économique. Par exemple, la justice, par exemple. L'indépendance de la justice. Monsieur Tony Oumoulou a proposé sortir 10 000, accompagner 10 000 employeurs. Si c'est effectif, ça donnera un coup de pouce à notre tissu économique qui est en majorité informel, c'est-à-dire du secteur tertiaire. Donc, si on a 10 000 qu'on peut ramener à ce niveau, ce serait une bonne chose. Il y a le problème foncier également qu'il faut résoudre. Absolument. Il y a le problème foncier. Monsieur Mbouké parlait par exemple de l'accès au financement par les banques. Et que peut-être en cas de litige, la banque peut-être peut vous prendre, pour confisquer vos biens. Absolument. Mais quand vous allez dans une banque, qui la plupart sont les banques commerciales, on vous exige quoi comme garantie? Un titre foncier. Quelles sont les lois ou bien les conditions pour obtenir un titre foncier aujourd'hui au Cameroun? Aucun discours ne peut faire avancer. Non, je dis bien qu'il y a des préalables. Pour que le discours de la rencontre économique puisse avoir un sens, il y a des préalables qu'il faudra résoudre. Et ça, c'est la les charge. difficultés d'accès au foncier au Cameroun sont de l'ordre de 76%. Ça fait seulement partie des difficultés qui ont été évoquées lors des rencontres économiques de Yaoundé. On ne l'évoque pas aujourd'hui. Sans oublier l'allègement des procédures fiscales. Je dis bien, on ne l'évoque Puisque pas. la loi de finances 2025, lorsque vous la parcourez, les rencontres économiques de Yaoundé reprennent en quelque sorte ce qui avait été dit dans Cameroun Business Forum. Rencontre économique du Cameroun, pas de Yaoundé. Du Cameroun. La présence de Tony Elumelu devrait être capitalisée. Parce que lui, au moins, il n'est pas dans le discours. Il est actuellement dans un programme de formation de la jeunesse africaine, dans le cadre de la fondation Tony Elumelu, où il forme des jeunes qu'il finance dans leurs projets. Je crois que le GECAM devrait prendre de la bonne graine de cette initiative. Je crois que le problème n'est pas au niveau du GECAM. Parce que le problème, je parle bien, c'est pas... Non, Tony Elumelu lui-même est un homme d'affaires, mais qui accompagne quand même l'État et l'État nigérien et même l'Afrique. Pourquoi on ne libéralise pas, par exemple, le secteur de l'électricité au Cameroun? Pourquoi on ne peut pas avoir d'autres acteurs qui peuvent faire d'autres preuves dans le domaine de l'électricité? Il peut y avoir des personnes qui viennent faire, par exemple, au milieu des affaires devrait aussi pouvoir contribuer. Vous avez posé beaucoup de problèmes. Créer aussi des couloirs de solutions. Tony Elumelu, je le cite parce que il crée des possibilités de substitution. Si les États sont incapables d'apporter des solutions, lui, financier, il vous apporte des solutions en vous formant et en vous octroyant des moyens pour engager vos petites entreprises. L'État, peut-être, a des difficultés partout en Afrique.
Mais quand vous avez fini non, pas de partout faire... en Afrique. Parlons du cas du Cameroun. Parlons du Cameroun, donc. Prenons le cas des usines Si de nous montage des avons des tracteurs. difficultés- Prenons le cas de l'usine de montage des tracteurs. Si ces usines avaient fonctionné à 100% de leur régime, c'est que toutes les communes, les 360 communes du Cameroun ont au moins un tracteur qui peut mettre à disposition des petits exploitants pour les faciliter. Nous convenons tous que c'était un échec parce que ça a été des décisions politiques. On va à 2035, à l'émergence, avec l'agriculture de troisième génération, vrai, en faisant encore le champ Quand il va parler, avec tu vas me la roue et les dabas et les machettes. Ce n'est pas possible. Il faut industrialiser. Oui, Je voudrais simplement dire que nous devons accepter que si l'État a Mais ça échoué met et du temps, le que processus. le GECAM, Ça met du temps. le processus. GECAM aujourd'hui a décidé parfois de prendre certaines initiatives en main, il faut aller au concret. C'est-à-dire, vous essayez de déceler sur le terrain qu'est-ce que vous pouvez vous-même faire pour contourner les goulots d'étranglement. Parlant du concret, on a suggéré la création d'une banque nationale d'investissement, d'une autorité nationale de la concurrence, d'une commission de la politique économique, l'accès au foncier, ça a été évoqué, et la restructuration du dialogue public-privé. Ce sont là donc des suggestions qui ont été faites par les experts et chefs d'entreprise réunis à Yaoundé, et comme vous l'avez dit, en présence du Tony Eloumelou, qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves, et donc on ne peut pas imaginer qu'il soit venu à Yaoundé pour écouter les discours. Donc je pense que sur ce point de vue-là, on peut quand même estimer que les rencontres de Yaoundé avaient quelque chose de consistant. Maintenant, on va attendre la matière contenu, nous, on voilà. voit l'implémentation. En fait. Le contenu, là, c'est du... C'est déjà du... Ce n'est pas... C'est du déjà vu. Tout le monde le sait, 2025 est une année électorale au Cameroun. À l'approche des échéances telles le scrutin présidentiel, l'on tourne généralement les pages avec fébrilité. Alors, dans la presse, ça se sent, on sent vraiment qu'on y est. François, vous aviez besoin de la parole tout à l'heure. Non, ce n'était pas pour parler de politique, mais comme nous sommes déjà dans le domaine. Comme vous m'y amenez, je vais quand même y essayer. Et je voulais dire que nous sommes partis des hommes d'église, avec leurs différents mouvements. Nous tombons maintenant au niveau des chefs traditionnels et des groupes sociaux avec les mêmes travers. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un chef traditionnel qui ne devrait normalement pas avoir une coloration politique se retrouve à faire des motions. C'est des citoyens avant tout. S'il vous plaît, se retrouve à faire des motions à un candidat potentiel. Il ne l'est même pas encore. Ça veut dire que si ce candidat choisi n'est pas élu demain, ces chefs ne vont pas accepter celui qui va arriver. C'est dangereux pour la société. On ne peut pas permettre que dans une société organisée, on finance des groupuscules pour aller faire le show politique, pour démontrer que tel candidat est un meilleur candidat, il doit se présenter. Je pense que c'est au candidat et au candidat lui seul, avec son programme de société, économique et politique, qui dit « je serai candidat parce que voilà ce que je propose à ma population, à mes citoyens et aux partenaires des autres pays ». Mais vous n'avez rien présenté jusque-là. Des gens se lèvent de partout pour dire qu'on veut que vous soyez président. Mais est-ce que c'est une faute? Non, monsieur. Est-ce que c'est une faute? Monsieur, cela n'est pas de la politique, c'est de la mendicité, comme disait l'autre. C'est de la mendicité institutionnalisée. Ce n'est pas le même plateau, c'est moi qui l'aurais valu. C'est de la mendicité institutionnalisée et qui vise à appauvrir des couches de société. Parce qu'en créant ces divisions dans la société, ceux qui ne vont pas participer à ces appels seront vus comme des parias. Alors, il faut indiquer qu'à 7 mois, à 7 mois de l'élection présidentielle, il y a quand même des choses que nous vivons. Hein? L'action, mutation de Médiane et d'un messager, la météo, émergence, le drapeau, tous ces journaux ont fait état de ce que François appelait tout à l'heure les appels à candidature soutien en faveur du président de la République. Mais ce que je ne comprends pas, et moi je vous pose la question, les chefs traditionnels du Nord-Ouest, ceux du Sud-Ouest, l'élite de Ndonga Mantoum, ont demandé que le président de la République se représente. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que ce n'est pas des citoyens? Pourquoi le rejeter aussi brutalement que François?
Je pense qu'il faut surtout voir ceux qui étaient au-devant de ces cérémonies-là. J'ai vu le directeur de cabinet du Premier ministre dans le sud-ouest, au-devant de la scène. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'impropre. C'est vrai, le Premier ministre lui-même est chef traditionnel, mais je fais partie de ceux qui pensent que les chefs traditionnels doivent être neutres parce qu'ils dirigent à la base des citoyens qui sont... Est-ce possible, dans notre contexte, d'être neutre? C'est possible. Cela était avant. C'est possible. Ils ont été emmenés dans une nasse politique par des hommes politiques. Ils peuvent bien rester neutres et savoir, parce que si dans votre maison, j'imagine, dans votre maison, vous avez 5 enfants qui sont tous majeurs, vous décidez d'aller suivre tel parti et que chacun d'entre eux a choisi de suivre le sien. Je vous assure que ça va être difficile pour vous de contrôler cette maison-là. Combien de fois pour un chef traditionnel qui est le gardien des traditions, des coutumes d'un peuple, qui a choisi une coloration politique, il a beau être un citoyen comme tous les autres, il devrait garder son droit de vote. Mais en matière de choix politique, c'est un choix risqué. Parce qu'on a vu des villages où des gadgets de certains partis ont été brûlés. On a vu des villages où le chef dit que, ici chez moi, je ne veux pas entendre tel parti. Ici, on parle tel parti. Je ne veux pas citer les partis pour éviter la stigmatisation. Mais quand un chef traditionnel l'a dit et que dans son village, on sait que tel n'appartient pas à ce bord politique, vous imaginez ce chef en train d'être bien vu par ce citoyen. Il y a une bonne frange de la population qui ne va pas être avec le chef. Je pense que ça devrait se faire, je crois. C'est le Rwanda qui vient de... Non, Burkina Faso. Le Burkina Faso qui vient d'adopter cette politique-là. Le chef traditionnel est gardien des traditions. Il laisse la politique aux autres. Ça permet au moins qu'il y ait un minimum de cohésion au niveau des villages. Je vais parler je vais finir par le dire parce que je fais partie d'un village qui subit cela. Mon village, Bamesingé, dans l'ouest du pays, dans les Bamboutos. Nous subissons cela parce que les élites, un certain nombre d'élites ont choisi d'être avec le parti au pouvoir. Il y a un certain nombre d'élites qui ont beaucoup contribué au développement, qui, dans certaines manifestations au village, qui ne sont pas politiques, sont privés du droit de parole. Où il y a des collectes, ils n'ont pas pu collecter parce qu'on leur a refusé la parole. Alors, nous avons des projets que nous n'avons pas pu implémenter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu contribuer. Et donc, quand vous avez ce genre de situation, vous vous retrouvez à créer des conditions de sous-développement. Si le chef avait été neutre, vous comprenez bien de quel chef je parle. Alors, qui est sénateur, ancien sénateur. Lui-même a choisi ce couloir qui a rattrapé le village à un certain niveau. Je l'ai dit dans certains couloirs et on doit toujours le dire. Nous venons sur ce plateau pour dire la vérité aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent ce soir. Et pour répondre à votre question, il est difficile dans le contexte camerounais actuel de situer les chefs de la vie politique de notre pays. Parce que, sachez, une chose... De ne pas appartenir à un camp. Tout à fait. Le problème, ce n'est pas d'appartenir à un camp ou pas. Nous sommes là dans le cadre de la propagande électorale. Et c'est de bonne guerre d'ailleurs. Avant une élection présidentielle, il y a la propagande électorale qui est le prélude à l'élection à venir. Maintenant, les chefs prennent position. Pourquoi? Tout à l'heure, Lindo a parlé de la présence du directeur du cabinet du Premier ministre qui dit qu'il n'est pas chef. Monsieur Confiance Balongele est notable dans une chefferie supérieure dans le sud-ouest, dans l'Indien. Il est également président du comité de pilotage, la reconstruction des 2 régions nord-ouest et sud-ouest. Et plusieurs fois, le Premier ministre a reçu des délégations de chefs traditionnels venus du sud-ouest et du nord-ouest, ici à son cabinet, ici à Yaoundé. C'est pour dire que lui-même, il est originaire de ces régions-là, de la région du sud-ouest. Le ministre du cabinet du Premier ministre et le Premier ministre lui-même également.
Maintenant, pourquoi est-ce que les chefs peuvent émettre un avis? Ils n'ont pas donné une instruction à leurs administrés. C'est un avis. Pourquoi? Parce que, vous savez, les chefs sont garants de la paix sociale dans leur unité respective. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander aux chefs de ne pas émettre un avis sur qui faudra voter le moment venu. Et les chefs pensent justement que pour un retour définitif à la paix dans ces régions, ils proposent un candidat. Ils estiment que pour que, justement, on puisse parvenir à ce processus, à ce retour de la paix, ils proposent que, pour qu'effectivement, puisque nous sommes dans un processus de reconstruction de ces régions, vous voyez, c'est-à-dire que le nord-ouest est sinistré, le sud-ouest est sinistré. Maintenant, comment sortir du sinistre? Freddy, parlons-en. François, Freddy, c'est mon point de vue. Non, monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, qui y est allé, n'y est pas parti parce qu'il est notable. Il est allé escalader. Représentant du Premier ministre. Voilà. Lorsqu'il y arrive, il parle en tant que représentant du Premier ministre, qui n'est pas aussi parti en tant que chef traditionnel. Il parle avec les habits et les arguments, le matériel de l'État. Pourquoi le Premier ministre ne choisit que chez lui? Il n'y a pas les chefs traditionnels dans tout le reste du pays. Pourquoi vous faites une fixation à ce niveau? Parce que c'est la plus haute autorité. Attendez, il ne s'est pas levé par lui-même pour aller rencontrer les chefs. Pourquoi il ne vient pas dans mon village pour demander à mes chefs Demandez à vos chefs de l'inviter, il viendra. Demandez à vos chefs de l'inviter, il ne part pas chez Lindo. Tous les villages aujourd'hui sont divisés à cause de cette politique de division qui a été institutionnalisée. Pas du tout, François. Il faut l'arrêter. Je ne suis pas aujourd'hui, nous sommes dans les débats de tribalisme après un passage sur une chaîne de télévision. Non, vous m'avez laissé mon temps. Non. Vous avez discuté. J'ai voulu qu'on discute. J'ai voulu qu'on en discute, comme vous l'avez fait lors de l'église tout à l'heure. Vous avez parlé longuement à 3. Je voulais qu'on en parle à 2. Non, mais permettez-moi jusqu'au bout de ma pensée. Pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire là est aujourd'hui le fruit de ce que nous avons de tribalisme exacerbé. Des villages, des maisons entières sont divisées. Comme l'Église le fait, la politique le fait également. Les chefs traditionnels du sud-ouest s'asseyent, ils disent, bon, après une concertation entre eux, ils estiment que pour garantir la paix sociale dans leur région, ils ont un candidat. Ils estiment que c'est le président Paul Biya, moi je le cite d'ailleurs, qui est leur candidat qui peut contribuer de façon favorable et efficace à la reconstruction de leur région, qui jusqu'ici leur a donné des garanties de retour d'une paix dans leur région. Ils invitent donc une autorité de leur région. C'est pas que le Premier ministre ça fait problème, je ne sais pas. Le Premier ministre se fait représenter par son directeur de cabinet. Où est le problème? Mais demandez à vos chefs également d'inviter. Tous les villages. Non, il n'a pas que sur lui d'aller rencontrer les chefs. Demandez aux chefs des autres régions également s'ils partagent la vie des chefs du sud-ouest. Vous pensez qu'il y a des conflits? Vous pensez qu'il y a des conflits Konozo? Vous n'avez pas vu ce qu'il y a au niveau du Grand Nord? On a suffisamment... Voilà Lindo qui parle de son village. Vous voulez que je vous parle du mien? Où des maisons sont divisées? Alors, c'est un problème social et c'est un problème global aujourd'hui au Cameroun. On a suffisamment parlé des chefs traditionnels. Et si le Premier ministre pense qu'il doit recoller les morceaux, qu'il n'aille pas que chez lui. Ce n'est pas le Premier ministre, ce sont les chefs. C'est pas le Premier ministre le problème. Les chefs traditionnels dans tous les villages, cher ami. Mais quand vos chefs invitent au Premier ministre, il viendra. Qui l'a invité? On a suffisamment parlé des chefs traditionnels, mais il n'y a pas eu que les chefs traditionnels. Les cacaoculteurs du Sud-Ouest ont également fait... on a adressé on rédigé un appel à candidature au président de la République. Sur cette question-là, écoutons un peu le président Simon. Bon, enfin, c'est tout à fait normal. C'est une campagne de messianisme politique. C'est tout à fait normal que chacun essaie de mettre de son côté tous les moyens pour pouvoir captiver l'attention de l'électorat. Mais le débat qui s'enflamme là, c'est l'action des chefs traditionnels. Le problème, c'est qu'ils agissent en tant qu'escalité, en tant que chef. Ça peut poser problème. Mais s'ils agissent en tant que citoyens camerounais, comme tout le reste, il n'y a pas de problème. Le procès qu'on fait aujourd'hui, que certains font aujourd'hui aux chefs traditionnels et aux cacaoculteurs et consorts, et aux jeunes aussi qui ont appelé ici au palais du sport tout récemment, c'est le même procès que l'autre camp d'en face a fait à l'Église catholique qui a donné sa position. Donc, et on a dit que les religieux devaient être neutres. Alors maintenant, lorsqu'il parlait en tant que religieux ou en tant que citoyen. Mais maintenant, lorsqu'il parle avec les oripeaux, c'est-à-dire les vêtements d'un homme de Dieu, ça dit qu'il parle en tant que religieux. Si le chef va prendre cette posture avec les
les Européens, les vêtements de la tradition, les armoiries traditionnelles, ça veut dire qu'il prend la position en tant que chef traditionnel. Mais sauf que ce que nous pouvons dénoncer, ça va créer des clivages au sein des populations. Ça, c'est qui est clair. Mais malheureusement, que ce soit les partis au pouvoir, que ce soit nous-mêmes aussi dans l'opposition, nous devons mener ce combat. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je note que la politique a déshabillé la sacralité. C'est-à-dire quoi? À cause de ces positions de chefs, ils ne pourront plus être en mesure de gérer ou de gouverner tous leurs sujets. C'est-à-dire, il y a des moments où le chef va donner un mot d'ordre et d'autres habitants du village ne vont pas suivre. Mais est-ce qu'au-dessus de ces appels formulés par les chefs, ces appels il y a ceux qui sont des appels qui sont sincères. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir que valent effectivement ces soutiens? Oui, il y a ceux qui sont intéressés. Il y a ceux qui font ces appels simplement parce qu'ils ont des intérêts qu'ils vont tirer, des profits qu'ils vont engager là derrière. La politique, c'est la ça, c'est clair. Nous avons vu la conférence des chefs traditionnels, l'Assemblée générale des chefs traditionnels ici à Yaoundé. Nous avons eu dit dans les réseaux sociaux, dans certains médias, que certains chefs ont émargé, d'autres ont dit qu'ils n'ont rien pris. Bon, c'est tout à fait... Vous voulez qu'on fasse comment? Ça, c'est de la politique qui se mène à tous les niveaux, au point de diviser dans une famille frères et sœurs, simplement parce que l'un a choisi un bord de camp. Moi, je pense plutôt que les chefs traditionnels devaient se mettre au-delà de la politique, au-dessus de la politique. Quand tu es chef, tu es le patron, tu es le souverain de toute la communauté. Tu ne peux pas diviser les enfants parce que dans ces chefferies, nous avons des gens qui sont au parti au pouvoir, des gens qui sont au parti de l'opposition. Ça veut dire que lorsque vous abordez la casquette de militants, parce qu'on les a donné des salaires, lorsque vous abordez la casquette de militants, quand il y aura un problème où c'est la chefferie qui doit trancher, vous pensez que celui qui sera désavoué, s'il est du camp de l'opposition, trouvera qu'il a été justement traité? Non. Que valent ces soutiens? C'est des soutiens d'amour ou des soutiens de raison? Absolument pas. Il n'y a absolument aucun amour. Je dis bien, ce sont des soutiens intéressés. Tous ces gens le font parce qu'ils le font simplement parce qu'ils tirent des prébendes de ces actions-là. Ça c'est clair. Je dis bien, j'espère que ce qui s'abat sur les églises aujourd'hui ne va pas s'abattre sur certains chefferies après. Ces soutiens. Parce que ce qui s'est passé dans la maison des canards peut se passer également dans la maison des poules. Ces soutiens valent leur pesant d'or. Et puis, je vous dis, c'est de bonne guerre. Même dans vos propres familles, vous avez 5 enfants. Vous êtes sûr que tous vos enfants sont toujours d'accord des décisions que vous prenez dans votre famille? Je vous dis, répondez non. Mais maintenant, dans ma famille, nous sommes en Afrique. Nous sommes face à une situation. Il y a une élection présidentielle en 2025. La population se retourne donc vers le chef. La population se dit au chef, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Le chef prend la parole et dit, on va là-bas. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Non, c'est pas l'esprit du vote. C'est pas l'esprit du vote. C'est pas l'esprit du vote. Non, c'est pas l'esprit du vote. S'il vous plaît, laissez-moi aller. C'est en son âme et conscience que vous mettez votre bulletin dans l'urne. Ils n'ont pas commissionné le chef de parler en leur nom. Parce que pendant que ces chefs se retrouvaient au Minat, ils n'étaient pas avec le peuple. Le chef n'est pas respecté, mais je vous dis, moi je suis originaire du Mfundi, je suis camerounais, je me sens camerounais dans toutes les régions du pays. Les chefs sont suffisamment respectés. Peut-être ce n'est pas le cas chez vous, je ne sais pas trop. Et lorsqu'il a la voix des chefs traditionnels des régions du nord et sud-ouest, et même l'ensemble des chefs compte pour beaucoup. Comprenez, compte beaucoup parce que face à une situation, c'est vers le chef qu'on se retourne. Les enfants, quand ça ne va pas, on se tourne vers le père. Et c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'était une faute? Je voudrais que nous restions camerounais. Où se trouve le chef supérieur de Yaoundé, dont tu te réclames, si des choses étaient aussi simples? Nous restons camerounais. Non, c'est pas ça le débat. Le chef est approché par sa communauté. Nous sommes face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Quelle communauté? Ce sont les élites. Vous l'avez vu. Nous prenons. Les populations ne sont jamais allées vers. Dis-moi quelle localité où vous avez vu des citoyens aller dire au chef de leur représentant. C'est le schéma qui est mis en place. Vous l'avez vu C'est quelque chose de fabriqué. Non, pas fabriqué. Citez-nous une localité. Non, moi je suis. On n'a pas vu une population aller à la chefferie demander à leur chef. Qu'est-ce que nous on fait? Mais c'est un cas. Les chefs vont prendre des engagements pour y aller au nom du peuple. Non, je voudrais qu'on soit sérieux. Le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et lorsque nous devons débattre, parce que je vois, lorsque nous délectons des affaires des autres pays, nous faisons comme si nous étions la science infuse. Quand ce sont des problèmes de chez nous, nous attendons que ça vienne des médias internationaux.
Je refuse cette capacité, cette manière de faire des choses. François, vous ne répondez pas, s'il vous plaît, à ma question. Je suis en train de répondre parce qu'il s'agit vous ne répondez pas à ma question. d'actes de corruption, monsieur. Alors, je reviens sur une question simple. Et il l'a posée, je veux juste, parce que tout à l'heure, tout le monde a tiré sur les chefs, hein, comme s'ils sortaient du ciel. J'ai dit, je prends un exemple. Un chef traditionnel est une communauté face à un dilemme. La communauté se retourne vers son chef. Ça peut être un problème politique, il faut choisir un candidat. On se retourne vers le chef. Est-ce que le chef a l'habilité de dire « allons là-bas » ? Non. Non, allez-y à votre âme et conscience. Voilà. Ce sont des Parce adultes. que lui-même ne tire sa légitimité. Pour votre intérêt, pour votre bien, je vous oriente plutôt ici. Non, il ne peut pas choisir le bien des adultes. Non, il ne peut pas choisir. Il ne peut pas choisir le bien des adultes. Non, cher ami. Pour les questions politiques, le chef n'est pas garant. Pour les questions coutumières, mon cher, il a sur la légitimité. Freddy, j'allais dire, si, au moment où nous parlons de démocratie, nous continuons avec la corruption dans la politique, nous continuons avec des actions forcées dans la politique, là, ça peut pas manquer, nous François. continuons avec des achats de ceci et de conscience et de cela, je pense que c'est votre avenir qui est engagé. Nous avons déjà engagé le nôtre suffisamment. Prenez le vôtre en main pour combattre ce genre de choses. La question est de savoir, est-ce que c'est le chef traditionnel qui lit le programme de société et le projet politique Voilà. d'un candidat? Aucun président ne vous a dit, aucun président, le président Paul Biya, dont il s'agit ici, n'a pas jusqu'ici dit qu'il sera candidat. Il n'a rien dit jusqu'à présent. Lorsqu'il y a des actions qui ne sont pas, qui ne cadrent pas dans la voie normale, je soutiendrai un candidat parce qu'il m'a présenté un projet de société pour l'élection à venir, pour les 7 ans de président à venir. Mais rien, jusqu'aujourd'hui, aucun candidat ne s'est présenté. Vous commencez à faire la campagne pour un candidat qui ne vous a rien demandé. Sur la base de quoi? Sur la base qui de vous quoi? a rien demandé. Sur ce plateau, Alors, c'est mais là, sur la base de quoi? trois panélistes qui ont un point de vue partisan. Non. Moi, je vais percer l'abcès. Si vous permettez, je vais percer l'abcès. Et puis, je reste impassible, mais je vais dire les choses telles qu'elles sont. Voici la réalité des choses. Depuis des mois, il y a des appels à candidature. Il y a des regroupements de citoyens qui appellent le président Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle 2025. C'est un schéma. Je vous rassure que, quand on fait une lecture politique, quand on fait une lecture politique, si Paul Biya est candidat à cette élection, il va la remporter. Pourquoi? Parce que vous avez des lieutenants du président Paul Biya qui travaillent sur le terrain. Et qu'est-ce que vous attendez pour les autres? Pendant que d'autres partis dorment, si l'élection présidentielle doit avoir lieu demain, devait avoir lieu aujourd'hui dimanche. Parce que vous utilisez les moyens de l'État. Je vous assure que même avec son effigie, parce que vous utilisez les moyens de l'État. Même avec son effigie, il sera réélu. Je mets un terme à cette émission en indiquant que vous n'avez pas répondu à la question qui était posée. Vraiment, les batailles partisanes, ça ne nous intéressait pas. Non, la question, les chefs traditionnels n'ont pas... La question n'était pas celle-là. La question était que valent ces appels à candidature venant des chefs traditionnels. Alors, vous avez voulu nous amener sur les terrains, le RDPC va gagner, il ne va pas gagner. Le président Paul Biya a déjà une profession de foi, il ne l'a pas, on est en campagne. Oui, bon. C'est peut-être pas ça la question. Ce sont des appels intéressés, je l'ai dit. Merci d'être venu pour cette édition de Scène de Presse. Nous arrivons donc au terme de ce programme. Il a été très discuté, vous l'avez remarqué. Merci à Lindo qui est venu, Freddy, merci à François, merci également Monsieur le Président Simon qui est venu également. Le temps arrive, hein, on parlera régulièrement des activités politiques. Je crois que vous aurez la possibilité... Nous avons vraiment soif de nous faire montre de notre projet de société, de notre programme politique. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder ce soir une fois de plus. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.